Article très intéressant que je te mettrai donc ici. On va parler donc de DEKRA et on se rend compte qu'encore sur la voiture électrique, on n'en est qu'au début. En plus, les tests ne parlent pas si c'est des batteries donc dites plutôt LFP ou NMC. De toute façon, je pense qu'en termes de durabilité, ça reste du lithium et à la fin de l'article, tu liras bien si tu veux, c'est marqué que les voitures électriques, les batteries ont une durée environ de 20 ans. Alors c'est vrai que c'est beaucoup mieux que certains arguments de personnes qui vont dire que la batterie au bout de 2 ans elle est morte, que la dégradation, etc. Là où ils sont très très étonnés et que c'est plutôt positif, mais comme dans chaque nouvelle technologie, on a tendance, comme on ne connaît pas en fait, qu'on va vers quelque chose inconnu et qu'on est plutôt sur une idée et des statistiques donc plutôt techniques, mathématiques, eh bien on garde le maximum de marge. C'est pas le cas en fait des voitures thermiques aujourd'hui. On le sait très bien qu'aujourd'hui, un véhicule thermique, la moyenne c'était 240 000, aujourd'hui c'est même 180, et il y a certains 3 cylindres avec des injections directes, des filtres à particules, etc. Si tu dépasses déjà 100 000, 150 000, ça sera déjà assez exceptionnel. Donc en fait, sur la partie automobile thermique, on est arrivé au bout du bout, on sait très bien en fait, en mettant telle pièce, tel moteur, telle combinaison, etc., telle boîte de vitesse, on sait exactement. C'est pour ça d'ailleurs avec Mercedes ou d'autres qu'on se rend compte qu'on a une certaine obsolescence programmée sur des pièces où on connaît la durabilité, ce qui n'est pas le cas en fait on parle bien de la batterie. Alors on met de côté tout ce qui est donc inhérent à un véhicule, que ce soit barre stabilisatrice, les triangles, les disques et les plaquettes. On le sait, c'est pratiquement à vie. Donc il y a des personnes qui se posent des questions. Automobile Propre notamment avait fait donc une sur la Mégane, donc ils ont donc 100 000 km. Ils estiment, et encore une fois, c'est quelque chose qui est estimatif, mais ils pensent logiquement pouvoir aller avec les plaquettes jusqu'à 300, 400 000 km. On le sait que sur les Tesla, par exemple, à 400 000 km éventuellement des taxis, on est plutôt bon. Donc aujourd'hui, on est plus sur des dégradations kilométriques. Donc même des personnes qui ont un véhicule, notamment une Tesla, une Model S qui a 10 ans, eh bien, la dégradation aurait tendance à se stabiliser aux alentours des 90%. Quand elle est gardée en bon état, ça peut arriver à 80. Il y a des Zoé, on a des retours déjà qui ont eu des remplacements de batteries parce qu'elles sont descendues en dessous de 70%. Donc, ça peut malheureusement arriver. Et même au niveau donc des Tesla, alors c'est pas forcément des dégradations importantes sur les Model S, ça va être plutôt des problèmes d'étanchéité. Mais c'est des véhicules qui étaient déjà aboutis, mais qui sont déjà un petit peu plus anciens, une dizaine d'années. C'est pas le cas par exemple des Mini, et pourtant il y a eu des retours donc sur les batteries, notamment au niveau des problèmes d'étanchéité. Donc une fois tous ces process vraiment extrêmement bien maîtrisé, on se rend compte que le kilométrage ne sera pas un problème. Je tiens à rappeler que si on est à une moyenne de toute façon de 20 000 km sur 20 ans, ça fait 400 000 km, donc ça sera déjà beaucoup. Après, s'il faut remplacer la batterie et que son coût n'est pas non plus délirant, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça sera moins coûteux de remplacer en fait la batterie même une grosse batterie donc d'une voiture électrique que éventuellement donc un véhicule hybride ou surtout en tout cas hybride rechargeable. Donc une batterie c'est aux alentours des 7 à 15 000 euros on va dire. Sur une hybride ou une hybride en tout cas rechargeable, on va être plus près des 10 à 20 voire beaucoup plus, donc 20 000 euros. Donc là où c'est passionnant en fait dans cet article, tu auras beau avoir toutes les études du monde, la seule chose qui est importante, c'est l'expérience, le retour, et notamment avec les taxis. On a encore une fois le kilométrage, mais on n'a pas encore les années, et surtout avec les dernières technologies donc de batteries NMC, c'est-à-dire les batteries d'aujourd'hui. Alors après, il existe plusieurs types donc de batteries. Renault va utiliser entre guillemets des poches, et ce qu'on peut éventuellement retrouver donc dans son téléphone avec différents packs. On va voir qu'est-ce qui va durer le mieux dans le temps. Est-ce que ça sera entre guillemets donc des poches avec donc une anode, une cathode? Est-ce que ça sera plutôt type des piles, donc que ça soit rond ou prismatique ou éventuellement en lame, et surtout de constater les dégradations entre les batteries entre guillemets donc lithium, nickel, manganèse, cobalt ou lithium, fer, phosphate, pour relativement donc faire simple. Moi je pense que les NMC auront une meilleure, en tout cas supporteront une meilleure dégradation. Par contre dans le temps, les LFP vont être quand même très 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 intéressantes puisqu'elles arriveront je pense à supporter beaucoup plus de cycles. Par contre, sur le nombre d'années, je te l'ai dit, c'est que du théorique, donc c'est que du mathématique, déjà de 1,
De deux, les charges, les décharges éventuellement à l'extrême sont faits dans les laboratoires, hein. C'est un petit peu comme pour les feux, c'est comme pour, si tu veux, pour calculer le CX ou la pression de l'air ou quoi que ce soit. Donc tout ça en fait sont calculés dans des gros locaux, donc en laboratoire, et le mieux reste quand même, eh bien, les choses naturelles, c'est-à-dire que en laboratoire, même si c'est testé peut-être à -40, eh bien une batterie NMC ou LFP ne va pas durer certainement de la même manière que si on est en France, dans le nord de la France, dans le sud, éventuellement au Canada, si le véhicule donc il est dehors, s'il est dans un garage. Donc ça reste des batteries. À la base, surtout les batteries donc LFP, donc lithium fer phosphate, ce sont des batteries donc stationnaires. Elles sont très intéressantes, notamment par rapport à leur nombre de cycles. Donc on verra bien, donc par rapport au fait de les recharger à 100%, obligatoirement, ça va détériorer le nombre de cycles, donc on n'aura peut-être pas 6000 cycles. Donc le but, ce n'est pas de pouvoir en fait d'être à 100%, c'est de pouvoir entre guillemets recalibrer donc le BMS. En fait, c'est pour que ça soit plus précis au niveau du pourcentage de la batterie, parce que le système, donc le BMS qui permet donc de le calculer et de gérer en fait d'une manière globale la batterie avec le moteur et la régénération, etc. Pour faire simple, hein, on va pas rentrer dans les cours techniques. Eh bien, ce système-là, il a du mal en fait à récupérer les données, les informations. Tu vois, les remontées de la route en fait, c'est comme si tu avais une suspension et que une hydractive ou des suspensions pneumatiques qui n'arrivaient pas en fait en fonction donc de l'état de la route à pouvoir répercuter en fait les sensations en fait dans l'habitacle. Et ben c'est un petit peu ça avec les batteries NMC, les LFP pardon, donc les lithium fer phosphate. Eh bien il a besoin en fait de recalibrer entre guillemets et d'aller à une charge de 100% pour savoir notamment quand il fait une décharge, alors pas de décharge profonde, ni en dessous de 0, ni au-dessus de 100%, parce qu'entre guillemets, il y a un buffer, il y a des sécurités, donc on n'est pas sur des batteries de téléphone standard, hein, pareil, qui au bout de 4-5 ans, même 3 ans des fois, elles peuvent être mortes, mais ça permet donc de savoir d'une manière plus précise. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, des gens en NMC, mais ça arrive moins souvent, mais plus en LFP, le risque, c'est que si tu ne fais pas toutes les semaines, par exemple, une charge de 100%, ou il y en a d'autres qui vont dire chez MG, ou éventuellement les nouvelles LFP, donc de chez du Mackie, donc de chez Ford, c'est toutes les semaines ou tous les 15 jours, eh bien, si tu as un gros utilisateur et que tu fais, mettons, 80-20, alors tu vas pas tomber en panne à 20%, mais si un jour tu descends entre 3 et 7%, ben, il va te dire, c'est bon, 13-3%, sauf qu'en fait, dans la batterie, elle était vide. Donc tu vois, tu n'as pas le retour, c'est comme si tu avais une sonde lambda ou au niveau d'un débitmètre ou quoi, ou au niveau donc du réservoir, que tu n'avais pas les bonnes informations. Un exemple encore très très simple, quand tu as ton réservoir et que tu es par exemple sur l'autoroute ou que tu es en montée, moi je pouvais le constater donc sur certains véhicules très gloutons comme mon Porsche Cayenne, c'est que je voyais que la jauge du réservoir, elle n'était pas identique en fonction bien sûr de l'inclinaison du véhicule. Donc il avait tendance à avoir un peu plus, soi-disant, de réservoir d'essence dans la cuve quand j'étais en descente, et quand j'étais en montée, vice-versa, donc d'avoir un petit peu moins d'essence. Bah voilà, donc c'est tronqueur, c'est trompeur. Donc encore une fois, c'est un article très intéressant qui permet de rassurer donc sur la dégradation et le nombre de kilomètres, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, sur la durabilité de la batterie, aujourd'hui, on part sur 20 ans, mais on ne sait pas si ça sera plutôt 15, on ne sait pas si c'est 25, si c'est 30 ans. Qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, en fait, la batterie va être réellement out? Est-ce que c'est une connexion? Puisqu'en fait, il faut bien comprendre que ça soit prismatique, que ça soit une pile, que ça soit des lames, que ça soit en poche, en fait, la particularité d'un véhicule donc électrique, c'est un enchevêtrement. Donc, c'est une connexion de plusieurs donc piles, batteries, et donc obligatoirement, il peut y avoir un problème donc de soudure, si on peut dire, pour faire simple. Il peut y avoir un problème donc d'étanchéité, puisque bah, par exemple chez Renault, il y a pour faire simple, encore une fois, il y a des packs dans des packs. Donc ça a un avantage, c'est de pouvoir remplacer un pack quand on peut donc localiser le problème au niveau donc d'une poche par rapport à un pack, par rapport à un module, mais c'est aussi un inconvénient parce que plus de pièces, et c'est l'avantage de la voiture électrique par rapport au véhicule donc thermique, moins on aura de pièces et plus on pourra réparer donc le véhicule d'une manière simple. Donc je pense que c'est ça le plus important, c'est de pouvoir donner la durabilité le plus important possible, et une fois qu'on arrive de toute façon à des dégradations de 20, 30, 40%, au-delà qu'on a une autonomie qui est réduite,
La question est de se dire, en fait, c'est toujours le recyclage derrière qui est important. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, de la batterie? Par exemple, les i3 de chez BMW, mais ça peut être d'autres, ils les utilisent donc en batterie stationnaire. Donc, les lithium-ion, eh bien, en fait, elles sont utilisées en batterie stationnaire. Donc, en fait, de pouvoir les recycler, comme je viens de te dire, batterie stationnaire, éventuellement pour une usine, pour du photovoltaïque, pour autre chose, ou des grosses batteries éventuellement qui soient remorcelées, qui soient divisées en deux, et pour des batteries donc plus petites, retravailler, éventuellement d'extraire le lithium et de refaire du lithium fer phosphate. Moi je pense qu'en tout cas le plus important qu'il faut comprendre, c'est que pour le quotidien, pour une petite voiture, une batterie LFP ça suffit. En fait c'est une question de coût, ça va permettre de réduire les coûts, on aura 4000 cycles et ça suffira largement. Donc on peut avoir d'un côté, quand on est une famille, donc une batterie LFP qui fonctionne très bien, et si vraiment on veut un véhicule plus sportif ou avec une meilleure densité, puisque les batteries, donc nickel, manganèse, cobalt, pour la même taille, permettent d'avoir plus de densité et donc logiquement plus d'autonomie, ou en tout cas qu'elles soient plus légères, donc pour un véhicule éventuellement sportif, eh bien on met donc des NMC, et c'est le problème en fait en Europe ou en France, où on est parti sur du full NMC, alors que pour le quotidien, une petite batterie LFP par exemple, ça suffit largement. Donc là, concrètement, on se reverra si à ce moment-là, je fais encore des vidéos, dans 5, 10, voire plutôt 20 ans, et de voir en fait comment ça vieillit. C'est exactement un petit peu comme les moteurs PureTech ou THP, on le savait depuis le début, mais tous les problèmes de toute façon des 3 cylindres en injection directe ou éventuellement avec une courroie donc qui baigne dans l'huile, on le sait très bien en fait au bout de 10-15 ans, les retours, les dégradations, le problème donc d'huile, des personnes éventuellement qui remettent 1 à 2 litres tous les 1000 km, mais c'est pareil aussi sur des 4 cylindres éventuellement de chez Volkswagen, du TFSI. Donc, encore une fois, c'est un retour qu'on n'aura pas en fait au bout de minimum 5 à 10 ans sur la durabilité donc de la batterie, et j'en avais parlé en tout début aussi donc sur la partie moteur, donc le moteur électrique, ça on le sait déjà, hein. Concrètement, c'est pas une histoire d'obsolescence programmée, il y a eu des tests donc avec EV Clinique, ou clinique EV, je ne sais plus si c'est dans un sens ou dans l'autre, c'est pas important. Il donne déjà des chiffres très précis, donc c'est pas une question là de durabilité de temps, hein, puisqu'en fait un moteur électrique c'est pratiquement le même principe. Pour faire simple, dans un sèche-cheveux, si on peut dire, que dans un véhicule, gros véhicule électrique. En fait, ça va être essentiellement la taille, et il y a deux types, on va dire, de soit un aimant permanent, soit un rotor bobiné. A priori, le rotor bobiné serait, si on peut dire, un petit peu moins fiable dans le temps, donc 150, 200, 240 000 km. À mon sens, encore une fois, c'est pas ça qui est important, c'est la réparabilité. Donc, est-ce que c'est simple à réparer, à changer? Est-ce que ça ne coûte pas cher pour l'utilisateur? Non. Chez Renault, c'est plus de 10 000 euros, c'est juste catastrophique. Chez notamment Tesla, donc tout le monde fait pratiquement donc de l'aimant permanent. En fait, on tombe l'essieu, donc ça doit être le cas sur tous les véhicules hein, qui ont un moteur sur l'essieu. On enlève les jantes avec les pneus bien sûr, et on remet donc un nouvel essieu, on reconnecte bien sûr tout. Il doit y avoir certainement aussi un recalibrage au niveau donc du moteur avec la batterie, la régénération, le BMS, etc. Donc des calculs qui se font. Mais au lieu que ça prenne une semaine, je dirais qu'en 2-3 heures, une demi-journée grossièrement, c'est plié. Et le coût, il est aux alentours des 3000 euros. Pareil, Clinique EV en parle très bien. Donc au niveau donc des moteurs électriques, donc ça peut durer 20-30 ans, c'est pas encore une fois ça le problème, hein, c'est du on-off, et on va dire qu'on est sur une durée entre 200 et 300 000 km, donc à partir du moment où on peut le remplacer, qu'il est sur l'essieu et qui coûte entre 2, 3, 4 000 euros, je trouve que c'est pas une pièce déconnante, dans la mesure où après elle est regarantie bien sûr, mais on repart sur 200, 300 000 km, c'est moins cher on va dire aujourd'hui pratiquement qu'un FAP, c'est pas plus cher à la limite qu'un AdBlue, et je suis pas sûr que le réservoir d'un AdBlue, ou éventuellement s'il se bouge, qu'il se cristallise ou qu'il y a des problèmes de sonde ou autre, que ça soit plus cher. C'est pas plus cher encore moins qu'un moteur thermique, et c'est pas plus cher forcément que éventuellement s'il y avait un problème de chaîne ou d'une courroie, on est vite à 1000-2000 euros, donc 3000 euros aux alentours des 3000, 2700, 3500 euros, même sur des modèles S, enfin c'est vraiment pas trop cher, donc à mon sens, c'est là où il y a du travail à faire sur donc la partie
moteur électrique, mais ça c'est plutôt pour les constructeurs donc traditionnels qui ont un moteur en porte-à-faux et qui n'est pas sur l'essieu, donc ça va être tout le groupe essentiellement Stellantis, sauf sur Philips Motors, c'est quand même un truc de fou ça, puisque le constructeur est chinois, et puis donc au niveau de Renault et autres, et puis au niveau donc des batteries, de la réparabilité, mais la réparabilité donc sur les batteries donc Renault sont plutôt assez bonnes, donc c'est une intervention qui est plutôt bonne. Et il n'y a pas de standardisation. Donc au niveau des batteries, c'est dommage, c'est-à-dire au niveau des tensions, de 1, de 2 éventuellement donc des chimies, de proposer, comme je viens de l'expliquer, donc 2 types de chimies, et de proposer donc des calibrages peut-être. Donc un remplacement plus simple. Donc comme je viens de te dire, tu as trop, voilà, t'en as en lame, t'en as en prismatique, tu as des 30 kWh, t'as des 40, t'as des 70, la réparabilité, il y en a qui sont avec, donc chez Renault, des poches, etc. Donc c'est des fois un peu plus simple. Il y en a où je pense que c'est les pires, c'est les Cell to Body notamment de chez BYD. Donc c'est ce qu'utilise aussi Tesla avec le modèle Y, donc BYD, donc la 58 kWh, donc le modèle Y bien sûr, et toute leur gamme, concrètement, ça permet certes d'avoir des batteries qui soient beaucoup plus étanches, donc logiquement beaucoup plus safe et beaucoup moins intervenir en tout cas en termes de réparation, mais par contre, lorsqu'il y a besoin donc de les réparer, donc en termes d'étanchéité, et je ne sais pas, je pense pas que ça soit le cas donc sur toutes les BYD, mais sur le modèle Y, ça fait aussi office de châssis. Donc à retirer, c'est très compliqué, dans la mesure où une fois que tu as enlevé la batterie et que ça fait le châssis, eh bien en fait, tu as l'avant et l'arrière, tu as intérêt à ce qu'il soit stationné à un endroit très droit, très complexe, parce que à la moindre torsion, c'est fini, en fait, c'est que de la carrosserie, tu n'as plus en fait de châssis. Donc à mon sens, c'est très important de le répéter, mais c'est ce qui manque un petit peu. L'Union européenne, c'est ce qu'ils ont fait donc avec Apple, ils ont réussi à plier, donc notamment là je suis avec un iPhone 15, on a un USB-C, on n'a plus de Lightning, et donc il n'y a plus besoin en fait de proposer un chargeur, il n'y a plus besoin forcément de proposer des écouteurs, puisqu'en fait on va garder la même chose. Et donc, c'est de se dire, d'avoir une réparabilité, et même d'avoir mais ça on n'y a pas pensé non plus bien sûr, mais des fabricants en deuxième main qui réparent donc des batteries, et des batteries par exemple qui sont raides, pour X raisons, des charges profondes, enfin voilà, la batterie est raide. Eh bien, que le constructeur, une fois qu'on est sorti donc de la garantie, d'avoir éventuellement un fabricant donc de batteries qui répare donc des batteries qui soient donc réparables sur des problèmes d'étanchéité, sur des problèmes de soudure, etc., et qui puisse donc réintégrer comme une sorte d'échange standard, garantie donc une nouvelle batterie. Mais ça encore une fois, ça passe par donc des batteries qui soient beaucoup plus standards, et pareil au niveau des moteurs, sans que ça soit standard, on a grossièrement aujourd'hui, pour faire simple, 2 types de moteurs, des rotors bobinés et des aimants permanents, qu'on laisse le choix éventuellement, pourquoi pas, parce que de toute façon les aimants, même si ce sont des terres rares, et seront recyclés, mais aussi peut-être que le législateur oblige à une réparation qui soit la plus simple, parce que tant que tu es sous garantie, ça pose pas de problème, mais en l'occurrence, chez Renault, moi je le sais très bien puisque j'ai une Mégane, et bien au bout de 2 ans, il n'y a que la batterie 8 ans qui est garantie, donc logiquement, l'entièreté du véhicule avec le moteur n'est garantie que 2 ans, donc si lorsque je vais redonner le véhicule, puisque je l'ai pris en leasing, au bout de 5 ans, la personne a un problème au niveau du moteur et qui ne sont pas capables de remplacer une partie, eh bien ça peut coûter très cher. Après, il faudra aller peut-être chez des spécialistes comme Revol, et puis moi j'aimerais bien, au-delà donc de Revol qui est très spécialisé et qui est très professionnel, c'est encore une fois d'avoir vraiment un fabricant. Donc de recyclage, comme on peut avoir avec Veolia, enfin tout ce qui est du recyclage d'environnement, de reprendre un pack et de savoir donc est-ce que on le désosse, on le recycle, ou est-ce que on le répare et on le remet donc dans un véhicule qui malheureusement on ne pourra pas donc réparer, en tout cas la batterie. Voilà pour cette vidéo donc qui est un petit peu longue, un tout petit peu technique. Honnêtement, je veux pas que ça soit très redondant, mais c'est très important en fait d'en parler. Et puis on verra bien donc dans 10 ans ou dans 20 ans en tout cas ce que ça donnera.